Dans une semaine, il y a le Who's Number One qui va avoir lieu donc aux États-Unis. C'est l'événement organisé par la chaîne de streaming Flow Grappling. Euh, je suis obligé de vous faire une vidéo là-dessus parce que bah il y a des gros combats et je pense que c'est la plus grosse carte, ou en tout cas à la base ça devait être la plus grosse carte parce qu'il y a eu quelques changements, mais malgré tout les combats ils restent super intéressants et super excitants. Donc on va parler de ça ce soir. Je vais vous présenter aussi du coup pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le Who's Number One, quelques particularités du règlement, et puis on parlera des combats. Je vous donnerai aussi mon opinion sur chaque combat. Avant de commencer, je m'appelle Nicolas Renier, je suis le gérant du NR Fight Club Paris, je suis ceinture noire, 4e dan maintenant de lutte à livrer, qui est du combat au sol sans kimono. On me connaît parce que j'ai participé 6 fois à la DCC en ayant gagné 4 fois les sélections et j'ai été invité 2 fois. Je suis le gérant du NR Fight Club Paris. Pour ceux qui veulent venir faire un cours d'essai, dans la description, il y a un cours d'essai avec moins 50%. Donc une bonne réduction pour venir vous faire une idée du club et venir le tester. Je suis aussi cofondateur de bgfanatics.fr. Donc, il y a un cadeau aussi pour vous dans la description. Et avant de commencer, n'oubliez pas, mettez un like, c'est vraiment important. Je vois que dès que je ne demande pas, il y a un petit peu moins de likes. Donc mettez un like. Comme ça, moi, ça m'encourage à vous faire plus de vidéos. Ça permet à l'algorithme de YouTube de montrer ma vidéo à plus de personnes. Et puis comme ça, on avance et puis je peux vous proposer régulièrement du contenu comme ça si vous appréciez. Let's go! Donc qu'est-ce que c'est que le Who's Number One? Who's Number One, c'est un événement de super fight. En fait, vous voyez, c'est un peu comme le MMA, sauf que c'est du grappling. Donc c'est comme le MMA. On décide en avance qui va affronter qui. On fait qu'un seul combat dans la soirée. Je ne pense pas qu'ils aient déjà fait des tournois sur une soirée. Je ne pense pas que le Who's Number One a déjà proposé ça. Mais en tout cas, ils proposent, parce qu'il y a des événements qui proposent ça, par exemple le BJJ Star ou autre. Donc Who's Number One aussi, ça peut être l'appellation, ça peut être le WNO, donc diminutif, voilà, juste les premières lettres de chaque mot. Donc WNO. Et là, il y aura le grand retour de Gordon Ryan en compétition, qui va du coup être forcément un combat de préparation pour sa participation à la DCC. Bon, on en parlera à la fin parce que c'est le combat principal. Quelques petites particularités des règles du Who's Number One. Bon, on a le droit de s'asseoir, on a le droit d'être en dessous. En gros, c'est à celui qui est le plus actif qui va gagner, celui qui met le plus en danger son adversaire, celui qui domine le plus le combat. La petite particularité aussi, c'est que en général, c'est 15 minutes de combat. Maintenant, des fois, il y a des particularités. Exemple, Gordon Ryan, des fois peut-être aussi Meregali. Mais Gordon Ryan, comme il veut absolument qu'il y ait une soumission, ou en gros, comme il veut absolument soumettre, et qu'il ne veut pas en fait proposer un combat sans soumission et donner l'opportunité, en vrai, à son adversaire, un peu de fuir ou de pas trop prendre de risques, voilà, il fait des combats longs comme ça, il n'y a pas ce risque-là, et il va fatiguer, et puis chercher à soumettre quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, en général, il y a quand même une soumission. Et du coup, en général, sinon, c'est 15 minutes, et à chaque fois qu'il y a 5 minutes qui est passé, il compte ça comme des rounds, mais sauf que il n'y a pas d'arrêt entre chaque round. Donc c'est 5 minutes, ça enchaîne direct avec le deuxième et ça enchaîne direct avec le troisième. Et à chaque fois un round, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on a l'avis des juges. On a les faveurs ou ce que les juges ont décidé que le combattant qui avait gagné le round. Donc 5 minutes passent, bam, combattant rouge à les faveurs des juges. 10 minutes, hop, et ainsi de suite. Et donc comme ça, on sait déjà qui est en train de mener, et puis c'est bien aussi pour les combattants, parce que ça les incite à bouger plus, et il n'y a pas de surprise à la fin, en fait. Ok. Voilà, on va commencer tout de suite avec la carte. Hop, j'ai pris ma petite tablette, pour pas vous dire de bêtises. Donc premier combat de la carte principale, ça va être Deandre Korb et Ethan Krillisten. Alors Deandre Korb, il a gagné les sélections ADCC aux États-Unis en moins de 66. Chose que Ethan Krillisten a perdu. Mais bon, c'est du très haut niveau. J'avais affronté d'ailleurs Ethan Krillisten à la DCC. Pour lui, sa première participation et moi, ma dernière. C'était en 2017 en Finlande. Il m'a soumis m'a pris en triangle, mais il m'a soumis sur Kimura. Donc très très fort. Voilà, Canadien qui vient du Tristar, qui a rejoint l'équipe de Danaher, mais qui au moment de la séparation a suivi Craig Jones, Nicky Rodriguez, etc. Donc qui a la B-Team. À la base, il devait affronter Cole Labatt,
qui, je pense, était un très bon combat. Et je pense très stratégique par rapport au choix de Kolabat d'affronter Ethan Christen, qui est quelqu'un de qualifié pour la DCC. Et en fait, lui, Kolabat, même s'il va pas être sur la carte, mais je trouvais ce combat intéressant. Pourquoi? Parce que Kolabat, il a été blessé. Donc, il s'est, je crois, fait une rupture de ligament du genou et s'est fait opérer. D'ailleurs, apparemment, c'est Diego Pato, qui est aussi sur la carte, qui l'a blessé à l'entraînement. Donc, il s'est fait opérer. Et à mon avis, il n'a pas eu le temps de vraiment bien récupérer pour déjà participer aux sélections ADCC. Et très certainement, pas eu le temps de récupérer pour faire ce genre de combat. Et peut-être espérer derrière se faire appeler par l'organisateur, se faire inviter. Parce que je pense que l'idée, c'était, on prend Ethan Christen ici, à 2 mois de la DCC, il est déjà qualifié, on le bat, on se fait appeler pour la DCC. C'était ce que j'imaginais la stratégie derrière ce match-up. Maintenant, il est blessé, il n'est pas là, et du coup, c'est l'autre. Donc, il s'appelle Corb. Comment il s'appelle exactement? Deandre Corb. Très très fort, très bizarre comme jeu, solide, bonne garde, bonne lutte. Mais là, je pense que Ethan Christen sera au-dessus. Après, attention, parce que Deandre Corb, il a fait une très très grosse sélection à DCC. Il a vraiment surpris du monde. Il a battu beaucoup beaucoup de têtes d'affiche. Il est arrivé un peu de nulle part. Donc, moi, je le connaissais pas en tout cas. Il doit être surtout sur le circuit aux États-Unis. Donc voilà, moi, je le connaissais pas. Et il gagne et il a fait une super belle performance. Donc à voir. Je pense quand même que Ethan Christen a plus l'habitude déjà de ces événements-là. Très certainement aussi plus de jeux. Maintenant à voir parce que, encore une fois, il y a une question d'âge. Une question aussi de... C'est pas parce qu'on a forcément plus d'expérience que on a l'avantage ou autre. Ethan Christen commence à se faire vieux, c'est un grand mot. Mais on commence ouais, avoir un petit bout de chemin dans le milieu. Et voilà, il y en a qui arrivent et qui ont la dalle. Et dont Deandre Corb. Donc à voir. Après, c'est un last minute. Enfin, de last minute, c'est 2 minutes. 2 minutes. 2 semaines avant l'événement, il a été appelé. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi, je mets en tout cas Ethan Christen favori. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas que Deandre Corb peuvent surprendre. Peut surprendre. Ensuite, catégorie au-dessus, chez les welterweight, on a Elijah Dorsey et Joseph Chen. Alors, Elijah Dorsey, il a gagné les sélections ADCC aux États-Unis aussi. Et il sera aussi dans la catégorie du coup de Joseph Chen. Alors, Elijah Dorsey fait partie de la team de Lloyd Irving, qui est pour moi un des coachs qui me surprend le plus aux États-Unis. Il arrive tout le temps à sortir comme ça, du jour au lendemain, des mecs sortis de nulle part, ou en tout cas on les connaissait pas. Et le mec, il fait champion du monde. Ou alors le mec, il fait sélection ADCC. Ou alors le mec, enfin, il arrive à sortir tout le temps des mecs, c'est incroyable. Et j'ai déjà vu un peu des vidéos de ses entraînements, de comment il fait et tout. Ça se voit que c'est le mec qui est H24 à la salle, qui donne tout pour ses élèves. Et ses élèves, ils ont la dalle. Et toujours au niveau stratégique, je les trouve bons. Par contre, il manque de régularité dans leurs résultats. Très rarement, j'ai vu ces élèves régulièrement gagner, en fait. Par exemple, Elijah Dorsey, depuis les sélections ADCC qu'il a gagné, il n'a pas fait grand-chose. J'exagère. Mais il n'a pas, il a pas resurpris sur un autre événement, on va dire. Donc là, il est face à Joseph Chen. Joseph Chen, de l'équipe de Craig Jones, qui a gagné les sélections ADCC, qui a battu, à chaque fois son nom il m'échappe, le mec de l'Europe du Nord, là, qui devait prendre Mika au dernier combat, là. Bref, j'ai oublié. Le balèze qui boit toujours une bière une fois qu'il a gagné sa compète. Et du coup, il a battu lui, il a battu... oh là là, les noms ils m'échappent là. Et il a battu aussi Oliver Taza. Bon, il a fait une grosse sélection à DCC. Donc ça s'est vraiment senti qu'il a vraiment passé un cap, quoi. Dans sa tête. Surtout dans sa tête et dans sa façon de construire le combat. Avant, ça partait dans tous les sens. Là, on a senti qu'il y avait quand même une expérience en plus sur la construction du combat. Il a battu aussi Mateusz Suchinski, le Polonais qui casse les chevilles à tout le monde. Donc voilà, il avait vraiment fait une grosse compétition. Il a battu les trois meilleurs, quoi. Donc à voir. Je suis vraiment curieux. Et encore une fois, je pense que Elijah Dorsey, s'il est dans un bon jour,
il peut battre Joseph Chen avec sa lutte et le rythme qu'il met. Je pense qu'il a un jeu plus physique que Joseph Chen et je vois pas Joseph Chen tenir un bon rythme. Maintenant, c'est est-ce que Elijah Dorsey va avoir le bon, est-ce que ce sera un bon jour pour lui? Voilà. C'est ça à chaque fois que mes questions par rapport aux élèves de Lloyd Irving, parce que encore une fois, on les voit régulièrement. On ne les voit pas, moi en tout cas j'en connais pas, je sais pas si vous en connaissez, mais des mecs qui ont vraiment tout le temps performé. Ils ont des très bons, donc ça veut dire qu'ils arrivent peut-être en quart de finale, peut-être demi-finale, mais rarement plusieurs fois en finale, quoi. Donc à voir. À voir. Si je devais mettre une pièce, je mettrais sur Elijah Dorsey. Voilà, à voir comment ils vont arriver les deux. Parce que pareil, Joseph Chen, en vrai, avant les sélections DCC, un manque de régularité aussi dans ses résultats. À voir là comment il est, justement, ça va être intéressant de voir comment il est à l'approche de la DCC, techniquement, stratégiquement, et surtout, je pense, dans sa tête et dans sa façon de construire un combat. Alors, je suis désolé, les filles, je les connais pas du tout. Anna Rodriguez et Adel Fornarino. Je suis désolé, je vais pas vous dire de bêtises. Le nom d'Anna Rodriguez me dit quelque chose, mais je vois pas du tout son style de jeu et tout. Donc, pourtant, hein, je suis quand même les filles, mais là, ça me dit rien du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre combat, Tainan Dalpra face à Jay Rodriguez. Ça, c'est le combat que j'attends. Et je pense que ça va être le vrai combat test pour Tainan. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va vouloir lutter. Parce que son idée, j'imagine, c'est de préparer la DCC. Il n'est pas encore invité. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas en vrai si c'est vraiment ça son objectif. Parce que les frères Mendes sont très 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 prudents. Même je trouve des fois trop prudents par rapport aux choix de compétition, les choix des super fights. Je les trouve voilà, vraiment très prudents, quoi. Ils ont trop peur pour l'image de leur club ou autre. Mais en vrai, aujourd'hui, on voit bien que c'est pas parce qu'on perd que c'est grave. Au contraire, plus on va chercher à se mettre en danger et plus le public il apprécie, quoi. Donc à voir, on va voir comment ça va être. Euh, mais franchement, J-Rod, je trouve qu'il a le jeu pour vraiment embêter Tainan. On a vu que Tainan, pour l'embêter, déjà, il faut être meilleur que lui debout. Il faut plutôt jouer au-dessus. Et quand on joue au-dessus, il faut lui mettre du rythme. Il faut lui mettre du rythme. On l'a vu face à Johnson. Johnson, on l'avait vu aussi face à Mika Galvao, à l'époque, il y a longtemps, hein, mais bon, ça compte quand même. Euh, donc, quelqu'un qui n'a pas peur de lui et qui lui rentre dedans. Moi, je pense que J-Rod, il peut faire la surprise, même si en vrai, ce ne serait pas forcément une surprise. Mais je pense qu'il peut vraiment le battre. Donc, à voir. À voir le physique de Tainan face à J-Rod. Parce que la dernière fois, il a pris Oliver Taza. Bon, Oliver Taza, c'est fort, mais c'est pas le niveau physique et le niveau psychologique aussi. On voit qu'Oliver Taza, dès qu'il se fait un peu déborder, il fait des erreurs. Et on n'a pas vu Tainan vraiment capitaliser là-dessus et en profiter. Donc moi, je mettrais J-Rod, mais j'ai hâte de voir ce combat-là pour voir comment Tainan a préparé ce combat-là et voir ce qu'il va proposer. Ensuite, on a Victor Hugo face à Javier Zaruski. Alors, Javier Zaruski, je le connais pas assez. Je mettrais vraiment, quoi qu'il arrive, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est une montagne. Donc, voilà, je connais pas assez Javier Zaruski. Je vais pas me prononcer dessus. Mais Victor Hugo, quand on est du milieu, on connaît. Donc, c'est du lourd pour, pour dire vraiment dans les deux sens du terme. Autre combat, on a Jacob Couch face à Jonatas Gracie. Alors à la base, il devait pas prendre Jonatas Gracie, il devait prendre celui-là qui s'est fait blesser justement par Tainan, mais après en finale là face à Nagai, Samuel Nagai, pas Samuel, du coup son frère qui a blessé, c'était j'ai oublié son prénom aussi. Ce soir, je suis pas, je suis pas OP. Mais ça fait tellement de noms aussi. Mais il devait prendre quelqu'un d'autre. Et ça aurait fait déjà un bon combat. Mais là, Jacob Couch, il se prend celui que j'appelle, qui a appelé au dernier moment, mais qui décapite tout le monde. À chaque fois, Jonatas Gracie, c'est le mec qui a appelé à la dernière minute et qui bat ou défonce les mecs, quoi. Donc Jonatas Gracie, c'est du très très lourd, du très très propre, du très basique, du très
prend pas des risques énormes, il fait le combat qu'il faut pour gagner. Jacob Couch, je pense pas que debout il aura l'avantage, à voir, sachant qu'il sort de, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien mentalement d'avoir gagné les sélections à DCC. Jonathan Gracie, bon, il n'avait pas besoin de ça, mais voilà, il est solide. Il est là, il est présent. Donc moi, je mettrais Jonathan Gracie parce que bah, je le vois pas se faire soumettre par Jacob Couch, parce qu'il a déjà pris des mecs qui ressemblent un peu au style en dessous de Jacob Couch. Donc je pense qu'il a toutes les armes pour le battre. Et debout, je vois pas Jacob Couch déborder Jonathan Gracie. Donc je mettrais, si j'avais un billet à mettre, je le mettrais sur Jonathan Gracie à la décision. Ensuite, co-main event, énervé, Diego Pato, je le dis à la française, en portugais ça fait Diego Pato, Pato c'est canard, face à Fabricio Andrei. Alors gros combat, même si pour moi Diego Pato il est largement favori. Après, Fabricio, sur 15 minutes, il peut toujours sortir quelque chose. Mais si vous regardez bien les combats de Fabricio, dès qu'il prend quelqu'un qui lutte pas avec lui debout, donc qui se met en dessous, et qui a une bonne garde, qui a de l'expérience, bah, comme Diego Pato, bah, en vrai, il fait pas grand-chose. Il fait pas grand-chose. Donc, il a besoin... il attaque pas les chevilles. Il attaque en général le bras, donc en faisant donc ça peut être un triangle à la volée, ou ça peut être une kimura. Voilà, il va essayer de s'accrocher à l'adversaire pour après essayer de finaliser sur une clé de bras ou autre. Donc en général autour du bras, donc soit triangle, soit kimura, soit clé de bras. Mais bon, Diego Pat, il est tout petit membre, donc très difficile à attraper, très difficile à passer sa garde, très difficile à prendre son dos. Et donc je vois un combat un peu comme ce qu'a fait Diego Pat face à Diogo Reis, c'est-à-dire rentrer en dessous, K-guard, rentrer en dessous, attaquer les chevilles, attaquer les chevilles, attaquer les chevilles, attaquer les chevilles. Je vois pas Fabricio se faire soumettre, mais je le vois encore une fois être très passif dans son combat et passer à côté de son combat. Donc moi je mets Diego Pat au favori. Ce sera un combat intéressant pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui connaissent vraiment le sport et qui voient un peu le travail. Pour quelqu'un qui connaît moyen, et ça va être un combat un peu chiant, quoi. Ça va être un qui se sort le dos, un qui essaye de passer. Fabricio va pas faire grand chose. Diego va s'enrouler, l'autre il va s'en sortir, il va s'enrouler, il va s'en sortir, il va s'enrouler, il va s'en sortir. Voilà. Après, encore une fois, c'est ce que j'imagine, mais j'espère un autre combat, j'espère une finalisation à l'aide de Fabricio, ce serait magnifique. Voilà. Et le main event, Gordon Ryan face à Josh Saunders. Alors, je connais pas du tout Josh Saunders, je sais pas vous. Et moi, je le connais pas. Là, ils essayent un peu de le monter en disant qu'il a gagné ci, il a gagné ça. Je le connais pas, donc bien évidemment, c'est le combat pour Gordon Ryan pour qu'il puisse reprendre, faire avoir un test avant les sélections, avant la DCC, pardon. À 2 mois de la DCC, bah, avoir un test de combat. Est-ce que derrière il va en avoir un autre? Je sais pas, peut-être. Parce que bah, ça fait un peu léger, il n'a pas combattu depuis un bon moment à cause il a un problème à l'estomac, il a un problème de santé. Donc là apparemment il a repris, on a vu déjà sur internet, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Flow Grappling, et même il a lancé sa chaîne YouTube. On voit des combats, on voit notamment un combat pendant 15 minutes, il découpe quelqu'un d'entraînement. Donc regardez, c'est intéressant de voir un peu sa façon, son relâchement et la simplicité en vrai de ses techniques. Il est précis, il a le bon timing, c'est magnifique, quoi. C'est juste super beau. Et c'est accessible à tout le monde, c'est ça en fait. C'est pour ça que Gordon Ryan il plaît vraiment. C'est parce que son jeu est compréhensible et accessible à tout le monde. Après, on n'arrive pas tous à le faire, bien évidemment, mais c'est accessible, ces techniques. Donc c'est pour ça, bien évidemment, Gordon Ryan par soumission face à Josh Saunders. Voilà, donc on a fait le tour un peu de la carte du Who's Number One. Who's Number One, si vous avez déjà vu les événements, c'est quand même un événement sympa. Maintenant, ça manque un peu d'habillage, ça manque... Je trouve que Flow Grappling, ils investissent rien, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment pas fait par des fans, ou c'est pas fait par des gens qui aiment vraiment le grappling, mais qui sont plus là, bon, allez, faut le faire, alors on le fait, et puis, voilà. Et moi, d'ailleurs, j'avais travaillé pour eux,
Et bon, c'est de ma faute, ils m'ont jamais payé, mais c'est de ma faute à moi. Mais c'était genre vraiment payé le moins possible, quoi. Mais bon, euh, c'est pas grave, c'était quand même un plaisir de travailler pour eux. J'avais été à Manaus, en fait, à l'époque, filmer des vidéos pour eux, pour leur chaîne, ouais, pour leur chaîne YouTube, pour leur site internet et puis pour leur application. J'avais filmé des vidéos de Mika, Fabricio, etc. Donc je leur avais envoyé. Et voilà, c'était sympa comme expérience, mais bon, c'était pas eux qui payaient le mieux, c'était pas eux forcément non plus les plus humains ou autres. Rien à voir avec BJ Fanatics où il y a vraiment. Enfin, en fait, quand on voit la société de l'intérieur, on comprend pourquoi certaines cartonnent et d'autres cartonnent moins, quoi. Dès qu'il n'y a pas cette magie un peu dans la façon de gérer la société et d'investir aussi, bah, on comprend pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça évolue pas, quoi. Donc voilà. Mais voilà, je vous recommande de regarder ça. C'est le 20 juin, disponible du coup sur Flow Grappling. Je pense qu'il y aura toute la carte préliminaire gratuite sur leur chaîne YouTube. Et sinon, c'est payant. Je sais plus combien c'est l'année. C'est une centaine d'euros, 150 euros maximum, un peu comme l'UFC Fight Pass. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez tous les événements, la plupart des événements de grappling disponibles dessus. Championnat, enfin tout le calendrier IBJJF, tout le calendrier de l'ADCC, et puis le Who's Number One, et quel autre. Enfin voilà, il y a pas mal d'événements, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis bah, du coup, on se voit dans une semaine en espérant, si jamais il y a des annulations de combat ou autre, on se refait une petite vidéo. Sinon, je vous ferai un petit débrief le lendemain si ça vous intéresse. Merci à tous. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description, plein de cadeaux pour vous. Et puis, bah, au ça!